Le parfum entêtant des roses du jardin, mêlé à l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu, flottait dans l'air. C'était le rassemblement annuel de la famille, chez ma grand-mère, Mémé Geneviève, dans sa coquette maison de campagne, en Normandie. Le soleil de juillet inondait la véranda où nous étions tous réunis, une symphonie de rires et de conversations animées. Pour les cousins, les tantes et les oncles, c'était un moment de joie pure, de retrouvailles insouciantes. Pour moi, Léonie, c'était une épreuve. Chaque année, la même anxiété me serrait la gorge, une boule invisible qui rendait chaque sourire forcé, chaque mot pesant. J'avais toujours eu cette sensation d'être en décalage, une pièce de puzzle qui ne s'emboîtait pas parfaitement dans le tableau familial. Tandis que mes cousins affichèrent des carrières brillantes, des mariages stables et des enfants modèles, je naviguais dans la vie avec une certaine incertitude, mes projets artistiques peinant à prendre leur envol, ma vie sentimentale étant un désert aride. Mémé Geneviève, elle, était le centre de notre univers. Une femme d'une élégance rare, au porte-altier, le regard vif et perçant, capable de déceler la moindre faille, le plus petit mensonge. Elle était notre matriarche, respectée et un peu crainte, ses jugements étant souvent sans appel. Elle avait toujours eu une affection particulière pour moi, une tendresse discrète mais palpable, qui me faisait sentir unique. C'est pourquoi, ce jour-là, ces mots m'ont transpercé comme des aiguilles glacées, laissant une blessure béante. La conversation avait tourné, comme souvent, vers l'avenir des jeunes. Mes cousins détaillaient leurs promotions, leurs investissements, leurs voyages. Puis, le silence s'est fait, l'attention se tournant vers moi. J'ai senti mon cœur battre la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. J'ai tenté d'expliquer mes dernières expositions, mes tentatives de collaboration, mais ma voix s'est faite, hésitante, mes mots se sont emmêlés. Je sentais le poids de leurs attentes, de leurs comparaisons silencieuses. Et puis, Mémé Geneviève a pris la parole. Sa voix, d'habitude si claire et posée, était étrangement tendue, presque cassante. Elle m'a regardée, ses yeux bleus, si familiers, me transperçant comme des lames de glace. « Léonie, ma chérie, a-t-elle commencé ?» Et j'ai senti mon sang se glacer. Le ton était trop doux, trop mielleux, annonciateur d'une sentence. « Tu es si différente. Tu as tant de talent, c'est vrai. Mais parfois, je me demande à quoi cela sert. » Elle a fait une pause, son regard balayant les cousins, puis revenant sur moi, avec une intensité nouvelle, une froideur que je n'avais jamais vue. « À quoi bon tant de rêves, si tu ne peux pas les concrétiser? À quoi bon tant de sensibilité, si elle te rend si fragile? » L'air est devenu lourd, irrespirable. Les sourires figés sur les visages de mes cousins, l'embarras de mes tantes. Je sentais le sang affluer à mes joues, une chaleur brûlante qui contrastait avec la glace qui venait de se former dans ma poitrine. Je voulais disparaître, me fondre, dans le sol, devenir invisible. La honte m'a envahi, une sensation poisseuse qui me collait à la peau, me privant de ma dignité. Et puis, le coup de grâce. Ces mots sont tombés, lourds, définitifs, comme une sentence irrévocable. Sa voix, rauque, à peine audible, mais d'une clarté glaçante, imprégnée d'une douleur ancienne et d'une colère sourde. « Tu es inutile. » Le monde s'est figé. Le cliquetis des tasses s'est tu. Les rires se sont éteints. Seul le battement frénétique de mon propre cœur résonnait dans mes oreilles, un tambour de guerre annonçant la défaite. L'humiliation m'a submergée, une vague glaciale qui a figé mon sang dans mes veines. J'ai senti le regard de mes cousins peser sur moi, un mélange de pitié, de gêne et de soulagement de ne pas être à ma place. Mes joues ont pris feu, une chaleur intense qui contrastait avec le froid mordant qui s'était installé en moi. Je voulais disparaître, me fondre dans le sol, devenir invisible. La honte m'a envahi, une sensation poisseuse qui me collait à la peau, me privant de ma dignité. Et puis, la surprise. La surprise qui a balayé l'humiliation, la honte, la douleur. Car au moment où ces mots « tu es inutile » ont quitté ses lèvres, le visage de Mémé Geneviève s'est tordu. Ses yeux, d'habitude si vifs, se sont embués. Une larme, puis deux, ont roulé sur ses joues ridées, traçant des sillons brillants. Elle a pleuré. Ma grand-mère, la femme forte, la matriarche inébranlable, a pleuré. Devant tout le monde, devant ses cousins, devant ses enfants, devant moi. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Il était chargé d'une tension nouvelle, d'une attente. Les regards de la famille se sont tournés vers Mémé, incrédules, choqués. Personne ne comprenait.
Personne ne l'avait jamais vue pleurer ainsi, surtout après une telle phrase. Mais moi, Léonie, je savais. Je savais pourquoi elle pleurait. Je savais pourquoi elle avait dit ça. Car elle avait oublié. Elle avait complètement oublié le secret que je connaissais. Un secret que je portais seule depuis des années, un fardeau invisible qui pesait sur chacune de ses actions, chacune de ses pensées. Un secret qui, s'il était révélé, ferait voler en éclats son image de femme forte, de matriarche irréprochable, de pilier de notre famille. Et cette connaissance, ce secret que je portais seule, était une arme silencieuse, invisible, mais d'une puissance dévastatrice. Ces mots, censés me rabaisser, m'anéantir, ont eu l'effet inverse. Ils ont allumé une étincelle, une flamme qui couvait en moi depuis des mois, alimentée par l'injustice, par la colère silencieuse. La nuit a été longue, les pensées tourbillonnant, dans ma tête, chaque scénario se déroulant avec une clarté effrayante. Je me suis remémoré chaque détail du secret, chaque bribe de conversation, chaque document que j'avais vu par hasard. C'était une histoire complexe, tissée de mensonges et de trahisons, et j'en étais la seule détentrice. Le poids de cette connaissance était immense, mais la perspective de la révéler, de faire éclater la vérité, me donnait une énergie nouvelle, une force que je ne me connaissais pas. Je me suis levée à l'aube, le corps fatigué mais l'esprit aiguisé, prête à affronter ce qui allait arriver. Le chemin serait semé d'embûches, mais je ne reculerais pas. Pas cette fois. Le secret que je portais n'était pas le fruit d'une curiosité malsaine ou d'une intrusion délibérée dans la vie privée de ma grand-mère. Non. C'était le fruit du hasard, d'une coïncidence malheureuse, ou peut-être d'un coup du destin. Cela s'était passé il y a environ 3 ans. Mémé Geneviève avait eu un petit accident domestique, une chute sans gravité, mais qui l'avait contrainte à rester alitée quelques jours. J'étais la seule disponible pour m'occuper d'elle, mes parents étant en voyage et mes cousins trop occupés par leur carrière. J'avais accepté avec joie, voyant là une opportunité de passer du temps de qualité avec elle, de me rapprocher de cette femme que j'admirais tant. Un après-midi, alors que je rangeais sa vieille commode, je suis tombée sur une petite boîte en bois, cachée sous une pile de linge de maison. Intriguée, je l'ai ouverte. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres manuscrites et un petit carnet. Des souvenirs d'une autre vie, d'un autre temps. J'ai commencé à feuilleter le carnet, et mon cœur a fait un bond. C'était un journal intime. Le journal de Mémé Geneviève. J'ai hésité. Devais-je lire? Respecter son intimité? La curiosité a été la plus forte. J'ai commencé à lire, et ce que j'ai découvert a glacé le sang dans mes veines. Le journal parlait d'un homme, un homme que je ne connaissais pas. Un homme qu'elle avait aimé, passionnément, avant de rencontrer mon grand-père. Un homme avec qui elle avait eu un enfant. Une fille. Ma tante, ou du moins, ma demi-tante. Mémé Geneviève avait eu une fille avant mon père. Une fille qu'elle avait abandonnée. Une fille dont elle n'avait jamais parlé. Le journal détaillait sa relation avec cet homme, les circonstances de la naissance de l'enfant et la décision de Mémé de les quitter, de refaire sa vie, de construire une nouvelle famille avec mon grand-père, sans jamais regarder en arrière. Il y avait des photos de cette femme, de cette petite fille, des lettres déchirantes où elle la suppliait de ne pas les abandonner, des mots qui résonnaient comme des cris de douleur, des appels désespérés. J'ai compris alors que je n'étais pas censée savoir ça. J'ai refermé le carnet, le cœur martelant ma poitrine. Une boule d'angoisse dans mon estomac. Je me suis précipitée pour remettre la boîte à sa place, les mains tremblantes, mon esprit en ébullition. Les mots résonnaient dans ma tête. Abandon, trahison, mensonge. C'était énorme. C'était une vie entière bâtie sur une omission, sur un secret. Et c'était ma grand-mère. Les jours qui ont suivi ont été un véritable supplice. Je la regardais, et je voyais une femme différente. Non plus la matriarche inébranlable, mais une femme hantée par son passé. Une femme qui avait commis une faute impardonnable. Chaque fois qu'elle me parlait, chaque fois qu'elle me donnait un conseil, je me demandais si elle se doutait que je savais. Je suis devenue paranoïaque, scrutant chaque regard, chaque geste, cherchant le moindre signe qu'elle avait découvert ma découverte. J'ai envisagé de tout révéler, d'aller voir mon père, de lui montrer le journal, de lui dire la vérité. Mais la peur m'a retenue. Peur de détruire ma famille. Peur de briser le cœur de mon père. Peur de perdre ma grand-mère, de la voir s'effondrer. J'ai pesé le pour et le contre, et j'ai décidé de garder le silence. Pour l'instant. J'ai continué à vivre ma vie, à faire semblant de rien,
à observer, à collecter des informations, des preuves silencieuses. J'ai gardé une copie des pages les plus compromettantes du journal, les cachant précieusement, au cas où. Cette connaissance m'a donné une perspective différente sur Mémé Geneviève. Ses sautes d'humeur, ses moments de mélancolie, son besoin obsessionnel de contrôle, sa critique constante de mes choix de vie, tout prenait un sens nouveau. Ce n'était pas de la simple personnalité, c'était de la culpabilité, de la peur. Elle était sous pression, hantée par son passé, et elle déchargeait sa frustration sur sa famille, sur moi. Elle était une femme brisée, prise au piège de ses propres erreurs. Et c'est cette compréhension qui a rendu ces mots « Tu es inutile », si ironiques, si absurdes. Car elle était celle qui avait fait ça. Elle était celle qui avait trahi, qui avait abandonné, qui avait menti. Et elle avait l'audace de me juger, de me condamner, alors que je détenais la clé de son passé, la preuve de sa propre faute. Elle avait projeté sur moi sa propre peur de l'inutilité, de l'échec, de l'abandon. Elle avait vu en mes choix, artistiques, en ma fragilité apparente, le reflet de ses propres failles, de ses propres regrets. La colère que j'ai ressentie ce soir-là, après son humiliation publique, n'était pas seulement due à l'insulte. C'était une colère accumulée, une indignation profonde face à son hypocrisie, à son arrogance, à son impunité. J'avais supporté ses humeurs, ses exigences démesurées, ses remarques désobligeantes. J'avais fait mon travail de petite fille, avec diligence, avec amour, malgré l'atmosphère parfois toxique qu'elle créait. Mais cette fois, elle était allée trop loin. Elle avait franchi une ligne. Je me suis sentie investie d'une mission, non seulement pour moi, pour ma dignité, mais pour la vérité, pour la femme qu'elle avait abandonnée, pour la fille qu'elle n'avait jamais connue. Je ne pouvais plus rester les bras croisés. Le temps du silence était révolu. Le temps d'agir était venu. La nuit a été courte. Mon esprit était en ébullition, les idées fusant, les stratégies se dessinant. J'ai revu toutes les pages du journal que j'avais copiées, les preuves accablantes de ses agissements. J'ai pensé à la meilleure façon de les utiliser, de les révéler, sans me mettre en danger. Il fallait être intelligente, méthodique, implacable. Je ne voulais pas seulement la faire tomber. Je voulais qu'elle comprenne, qu'elle réalise l'ampleur de ses erreurs, la souffrance qu'elle avait causée, la destruction qu'elle avait semée. Je voulais qu'elle ressente la même humiliation, la même impuissance qu'elle m'avait fait subir. Ce n'était pas de la vengeance. Pure, non. C'était de la justice. Une justice que personne d'autre ne pouvait lui rendre. La peur était toujours là, tapie dans un coin de mon esprit, mais elle était éclipsée par une détermination nouvelle, une force intérieure que je ne me connaissais pas. J'étais prête à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient, prête à me battre pour ce qui est juste. Ma grand-mère avait commis une erreur monumentale en me sous-estimant, en me croyant coupable de mes propres échecs. Elle avait oublié que la discrétion peut cacher une observation aiguisée, que le silence peut dissimuler une connaissance profonde et que la patience peut être une arme redoutable. Elle allait bientôt le découvrir, à ses dépens. Le lendemain matin, je suis descendue dans le salon avec une sérénité nouvelle, une détermination froide qui contrastait avec l'agitation de la veille. Mes parents et mes cousins étaient déjà là, ma mère me regardant avec une inquiétude palpable, mon père avec une distance que je n'avais jamais vue. Le petit déjeuner s'est déroulé dans un silence pesant, chaque bruit de fourchette résonnant comme un coup de marteau. J'ai attendu le moment propice, le moment où ma grand-mère serait seule, pour que la confrontation soit directe, sans témoin. Dès que la famille a commencé à se disperser pour leurs activités de l'après-midi, j'ai pris une profonde inspiration. Mémé Geneviève était assise dans son fauteuil préféré, les yeux perdus dans le vague, son visage encore marqué par les larmes de la veille. Je me suis approchée doucement. « Mémé, ai-je commencé, ma voix calme mais ferme. Je sais que tu as dit des choses hier, et je sais pourquoi tu as pleuré. » Son corps s'est raidi. Elle m'a regardée, ses yeux emplis d'une méfiance nouvelle. « Je n'ai pas volé l'argent de la fondation. Je n'ai jamais touché à un centime. » Elle a ricané, un son amer. « Alors, comment expliques-tu cette lettre? Et le fait que tu sois la seule à avoir accès au compte? » La lettre est un mensonge, Mémé, et je ne suis pas la seule à avoir accès au compte, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. J'ai posé sur la table le petit carnet que j'avais trouvé il y a 3 ans, ouvert à une page où une photo jaunie d'une femme et d'une petite fille était glissée. Son visage est devenu livide. Ses yeux se sont écarquillés, fixés sur le carnet, comme s'il venait de voir un fantôme. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Mémé. »
ai-je dit, ma voix tremblante d'émotion, mais ferme dans sa détermination. Je n'arrive pas à croire que tu aies abandonné cette femme, que tu aies abandonné ta fille, ma tante, ou du moins ma demi-tante. Le silence est tombé, plus lourd que jamais. Ma grand-mère était pétrifiée, son visage décomposé par le choc, par la honte. Elle a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Ses yeux, d'habitude si fiers, étaient remplis de panique, de terreur. Elle a compris. Elle a compris que je savais. Elle a compris que son secret, son plus grand secret, venait d'être révélé. « Comment as-tu... » a-t-elle balbutié, sa voix à peine audible. « J'ai trouvé ton journal, mémé, » ai-je répondu, ma voix calme, sans accusation, juste avec une profonde tristesse. Il y a 3 ans, j'ai tout lu. Tout. Elle a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Ses épaules se sont affaissées, comme si un poids immense venait de s'abattre sur elle. Elle était brisée. La matriarche inébranlable, le pilier de notre famille, s'était effondrée. Je suis désolée, Léonie, a-t-elle murmuré, ses larmes coulant à flots, des larmes de regret, de culpabilité. J'ai eu si honte. J'étais si jeune, si naïve. L'homme m'a quittée et j'étais seule, sans ressources. Mes parents m'auraient reniée. J'ai cru que c'était la seule solution. J'ai cru que je ne serais jamais une bonne mère. J'ai cru que j'étais inutile. Ces derniers mots, ceux qu'elle m'avait criés la veille, ont pris tout leur sens. Elle ne me jugeait pas. Elle se jugeait elle-même. Elle projetait sur moi sa propre douleur, sa propre peur d'être inutile, d'être un échec. J'ai pris sa main, doucement. Tu n'es pas inutile, mémé. Tu as fait des erreurs, oui. Mais tu as aussi construit une vie, une famille. Tu as été une mère, une grand-mère. Elle a relevé la tête, ses yeux remplis d'une lueur d'espoir, d'une compréhension nouvelle. Je n'ai jamais pu me pardonner. Et j'ai toujours eu peur que tu découvres. Peur que tu me juges. Peur que tu me trouves. Inutile. La scène était déchirante, mais nécessaire. La famille que nous avions construite, bâtie sur des fondations de mensonges, s'effondrait sous mes yeux. Mais au fond de moi, une étrange sensation de libération m'envahissait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin là. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un véritable chaos. Mes parents ont été choqués, dévastés par la révélation. Ma mère, en particulier, a eu du mal à accepter que sa propre mère ait pu lui cacher une telle chose. Mais mémé Geneviève, pour la première fois de sa vie, a fait face. Elle a raconté son histoire, avec ses larmes, ses regrets, mais aussi avec une dignité nouvelle. Elle a cherché le pardon, non pas en le demandant, mais en l'incarnant, en acceptant les conséquences de ses actes. J'ai décidé de chercher ma demi-tante. C'était une promesse silencieuse que je m'étais faite en lisant le journal. J'ai utilisé les informations du carnet, les noms, les dates, les lieux. Après des semaines de recherche, j'ai trouvé sa trace. Elle vivait dans une petite ville du sud de la France, mariée, avec des enfants. Je l'ai contactée, avec appréhension. Je lui ai expliqué qui j'étais, et j'ai partagé avec elle l'histoire de notre grand-mère. Elle a été choquée, en colère, mais aussi curieuse. Nous nous sommes rencontrés. Ce fut un moment étrange, émouvant, plein de non-dits. Elle ne voulait rien savoir de mémé Geneviève. Elle avait construit sa vie sans elle, et elle ne voulait pas que son passé vienne tout bouleverser. J'ai respecté sa décision. Ma mère a finalement pardonné à mémé Geneviève. La relation était fragile, mais elles ont décidé de travailler dessus, de reconstruire leur lien sur des bases d'honnêteté et de pardon. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais elles étaient prêtes à le parcourir ensemble. Quant à moi, cette expérience m'a transformée. J'ai réalisé que la force ne réside pas dans le silence ou le secret, mais dans la vérité, dans l'intégrité, dans le courage d'affronter les conséquences de nos actes. J'ai appris à ne plus me laisser rabaisser, à ne plus accepter l'injustice. J'ai trouvé ma voie, ma place, ma valeur. L'argent de la fondation a finalement été retrouvé. C'était un détournement de fonds opéré par un ancien comptable, qui avait profité de la confiance de ma mère. La lettre anonyme était une tentative de diversion, de jeter le blâme sur moi. La vérité a éclaté, et le comptable a été arrêté. Les mots de ma grand-mère, « Tu es inutile », résonnent encore parfois dans ma tête. Mais ils n'ont plus le même sens. Ils sont devenus un rappel de ma force, de ma résilience,
de ma capacité à transformer une accusation en une révélation. Elle a pleuré quand elle a dit ça. Mais elle a surtout pleuré de soulagement quand elle a découvert que je savais et qu'elle n'était plus seule avec son fardeau. Et c'est cette connaissance qui a tout changé. Je suis Léonie, et j'ai appris que les secrets, même bien gardés, finissent toujours par éclater au grand jour. Et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la liberté, vers la guérison, vers une vie authentique.